coronavirus, trop ou trop peu, trop tôt, trop tard? Les politiques de lutte contre la pandémie sont-elles proportionnées à l'événement, notamment en France? Et comment les médias éclairent-ils, ou pas d'ailleurs, cette question? Alors, au lendemain de l'intervention d'Emmanuel Macron, et dans les conditions précises, il faut le dire, de ce vendredi 13 mars 2020 à 11 h, ce sera la question de cette émission à nos deux invités, Juliette. François Salakas, vous êtes neurologue, vous travaillez à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, vous êtes membre du collectif Interhôpitaux qui dénonce le manque de moyens alloués à la santé publique en France. Et par Skype, nous avons Philippe Devos, vous êtes médecin en soins intensifs au CHC de Liège, vous y êtes président du conseil médical et vous êtes par ailleurs président de l'association belge des syndicats médicaux, l'APSIM. Voilà. Alors, Juliette, ce que vous n'avez pas dit dans la présentation du docteur Salakas ici présent, c'est que la France entière a fait sa connaissance à l'occasion d'une vidéo virale. Absolument, c'est le 27 février dernier. Emmanuel Macron est en visite à la Pitié-Salpêtrière avec son ministre de la Santé, Olivier Véran, et vous y interpellez le président sur l'état de l'hôpital. Les personnels hospitaliers, le corps soignant dans son ensemble a fait tous les efforts nécessaires. Nous sommes au bout, oui, mais on a besoin d'un choc. Vous aimez bien les chocs, donc un choc d'attractivité. Il faut absolument refinancer en urgence l'hôpital public. Je suis vraiment désolé, mais c'est extrêmement important. Je ne suis pas là pour moi, vous avez compris. Je suis là, vous savez qui est derrière moi? L'ensemble du corps soignant. Et on ne peut pas se contenter d'effets d'annonce, je suis désolé. Non, mais moi je ne suis pas pour les effets d'annonce. Non, d'accord, mais on est passé par un an de déni. Après, on a fait le constat. Maintenant, il faut agir. J'ai peur, malheureusement, qu'on soit passé par beaucoup plus qu'un an de déni, si vous voulez le fond de ma pensée. Alors moi, le fond de ma pensée, c'est que Kairos, c'est le moment opportun, et le moment opportun pour le président de la République d'agir, même dans une situation dont il n'est pas responsable, c'est maintenant. Il faut saisir. Je peux vous voir dans quelques instants. Eh bien, très bien. J'ai entendu, je pense que je ne suis pas le seul. Non. Ok, très bien. Si je fais ce que je dis, on va voir un peu. Très bien, ok. Mais je Merci. m'adresse à notre hôpital. Merci. Il faut vous les voir. Oui, mais il a involé. Vous savez, quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être ému. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse que Notre-Dame a failli flamber. Ça s'est joué à rien. Et là, en ce moment, ça se joue à rien. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant. Je compte sur vous. Ah oui, vous pouvez compter sur moi. L'inverse reste à prouver. Non. Je vous crois sur parole. D'accord, très bien. Et ben moi aussi. C'est pareil. Ok. Alors évidemment, bon, tout a frappé dans cet aparté, sa longueur. Évidemment, la référence à Notre-Dame aussi, qui est une image très forte que vous aviez préparée. Alors, je n'avais pas préparé, d'ailleurs, je n'avais rien préparé, je crois qu'il faut me croire là-dessus. Tout ça n'était pas prémédité, ça a été spontané, et ça a été pour le coup saisir une opportunité qu'on cherchait à saisir avec le collectif Interhôpitaux depuis longtemps, à savoir pouvoir avoir un accès direct à celui qui peut décider finalement, puisqu'en fait, notre analyse, c'est que Agnès Buzyn puis Olivier Véran n'avaient pas les moyens de décider d'accéder aux revendications qui sont en fait essentiellement des moyens. Oui, c'est frappant que vous pensiez ça d'ailleurs, parce que du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez pris acte que de toute façon, dans le régime actuel, si on ne s'adresse pas au bon Dieu, on n'obtiendra rien. Alors on n'était pas parti là-dessus, c'est parce qu'on a été de déception en déception avec Agnès Buzyn. On avait un a priori favorable, hein. Elle venait du Sérail, c'est quelqu'un qui venait de l'hôpital public. Bon, on a été extrêmement déçus et à la fin on s'est aperçu, et à demi-mot elle l'a dit ou elle l'a fait dire, écoutez, moi j'ai déjà la reprise de la dette que j'ai obtenue, je ne pourrais pas aller plus loin et donc voilà, en gros elle a dit tapez au-dessus, quoi. Elle ne l'a pas dit, puisqu'en fait elle jouait son rôle à la fois de fusible, de bon élève, et c'est ça le drame, c'est que on sait très bien que les cabinets ministériels sont des cabinets de bons élèves qui sont là pour jouer le rôle de fusible, le cas échéant, et surtout éviter que voilà, le monarque soit atteint par la boue, finalement, d'un mouvement comme celui-là. D'accord. Alors, ce qu'il vous dit là, c'est on va prendre le temps de se voir et on va se voir. Oui. Il a dit très clairement, devant témoin, la chose suivante, et en se retournant vers Olivier Véran, qu'on aperçoit sur les images, on les voit vite, hein. On les voit très vite, hein, dans les 15 jours. Voilà, bon. Alors c'était donc le 27 février. Le 27 février, les 15 jours sont passés. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, de notre côté, ce qui s'est passé, c'est qu'on a envoyé un mail dont on est sûr qu'il est arrivé,
à la fois à l'Élysée. À l'Élysée, donc il a une adresse mail, il a aussi un chef de cabinet, il y avait Alexis Kohler et puis M. Strozza. Ils ont reçu tous les deux. D'ailleurs, ironie du sort, je crois que M. Strozza est en quarantaine ou en quatorzaine actuellement. Il a été déclaré négatif. Ah, voilà. Son directeur de cabinet. Très bien. J'espère qu'il sera plus positif avec nos revendications. Donc, on attend ça et je pense qu'on ne peut plus attendre. Et c'est mon message d'aujourd'hui, après le discours d'Emmanuel Macron d'hier, c'est que rien ne nous laisse penser qu'il va y avoir des mesures opérationnelles dans les jours qui viennent, c'est-à-dire qui sont opérationnelles, pour que l'urgence pour répondre à l'épidémie de coronavirus soit jugulée. En clair, l'idée, c'est d'avoir du personnel très très vite capable de s'occuper d'une part des patients très graves en réanimation, et puis aussi des patients qui, par effet de domino, ne seront pas pris en charge dans les réanimations qu'on appelle Covid+, maintenant, c'est-à-dire où il y a des patients infectés. Et il faut de l'argent très vite, surtout il faut aller chercher les personnels. Et ils ne viendront pas simplement parce que Emmanuel Macron a reconnu que c'était les derniers héros des temps modernes ou les héros en blouse blanche. Ils ne viendront, un, que si on les paye de façon digne, et on a des idées là-dessus, et deux, si on leur garantit qu'ils ne vont pas mettre leur vie en danger en allant à l'hôpital. Et si vous voulez, je peux rebondir. Alors, on va développer, notamment sur la manière de savoir comment on peut faire venir ces personnes, mais les derniers héros des temps modernes, je voudrais qu'on l'écoute, puisque... Alors, il ne l'a pas dit comme ça, hein, Juliette. En tout cas, il a dit héros en blouse blanche. C'est une expression qui a été utilisée par le président hier. Donc, jeudi 12 mars, Emmanuel Macron a fait une allocution sur le coronavirus, où il a notamment annoncé la fermeture des crèches et établissements scolaires pour les prochaines semaines. Et il en a profité pour faire une longue déclaration d'amour aux soignantes et aux soignants. Durant plusieurs semaines, nous avons préparé, agi. Les personnels des hôpitaux, médecins, infirmiers, ambulanciers, les agents des SAMU de nos hôpitaux, les médecins de ville, l'ensemble des personnels du service public de la santé en France sont engagés avec dévouement et efficacité. Si nous avons pu retarder la propagation du virus et limiter les cas sévères, c'est grâce à eux. Parce que tous ont répondu présent. Tous ont accepté de prendre du temps sur leur vie personnelle, familiale, pour notre santé. C'est pourquoi, en votre nom, je tiens avant toute chose à exprimer ce soir la reconnaissance de la nation à ces héros en blouse blanche, ces milliers de femmes et d'hommes admirables qui n'ont d'autre boussole que le soin, d'autres préoccupations que l'humain, notre bien-être, notre vie tout simplement. Avant de vous redonner la parole, François Salakas, comment regarde-t-on, vu de Belgique, la réaction des autorités françaises ? Visiblement, les autorités françaises arrivent à prendre des décisions un tout petit peu plus vite que les Belges. Pour moi, la Belgique, c'est un peu compliqué, puisque pour un pays de 11 millions d'habitants, nous avons 9 ministres de la Santé qui doivent être d'accord pour prendre une décision. Donc évidemment, ça n'aide pas à prendre des décisions rapides. On voit les limites de notre système de consensus pour le moment. Mais voilà, tout comme chez nous, on se rend bien compte que tous ces ministres calculent un financement hospitalier sur base de moyenne d'activité de toute l'année, et que de plus en plus, avec le sous-financement, on ne sait pas plus faire d'élastique, on ne sait plus gérer les pics d'activité. Et ici, on n'a pas un pic, on a une montagne devant nous d'activité. Et c'est clair que en ayant sous-financé depuis des années les hôpitaux, et c'est un mal européen, peut-être un peu plus profond en France qu'en Belgique, mais nous, on a subi 2 milliards d'économies sur le dos des hôpitaux et des médecins sur les 3 dernières années. Aucune indexation du personnel médical depuis 8 ans. Et donc, on voit qu'on suit la même tendance que la France et que ça rend nos systèmes très dangereusement à la limite lorsque des petits problèmes d'épidémie arrivent, comme une grippe saisonnière un peu plus forte. Et c'est ça probablement qui fait que toute l'ampleur de ce qu'on voit en Italie, puisque c'est à peu près la même chose aussi en Italie, et qu'on voit qu'on fait moins bien que les Chinois pour gérer un problème d'épidémie. Philippe Devos, en Belgique, combien de cas déclarés, combien de morts ?
Pour le moment, on a 3 morts au décompte d'hier, donc c'est pas encore énorme. Alors il y a 800 cas déclarés, mais on n'a plus de réactifs, donc depuis lundi, on ne teste plus que les patients hospitalisés. Tous les patients qui sont malades en dehors des hôpitaux ne sont plus testés. D'accord. Donc on voit à quel point les chiffres sont peu fiables. Alors, vous dites, première urgence, des personnels bien payés et des personnels safe. On va les chercher comment? On va les chercher où? Dans l'urgence, là? Oui, alors c'est tout le problème, hein. Alors il y a eu des pistes qui ont été explorées, notamment de faire revenir des jeunes retraités, comme on dit, mais les jeunes retraités, à part quelques personnes dévouées corps et âme et définitivement, ne reviendront pas dans des mauvaises conditions pour répondre à l'urgence. Alors, c'est un personnel à risque, du coup, jeunes retraités, on commence à rentrer dans les bases d'âge où c'est plus à risque, non? Absolument, ça dépend un petit peu de leur carrière et à quel âge ils sont partis, mais tout à fait, c'est une remarque. Mais alors, qu'est-ce que c'est des bonnes conditions? Alors, des bonnes conditions, vous savez, il y a les fameux ratios. Alors, c'est terrible à dire, c'est-à-dire combien de personnel pour combien de lits. Donc, c'est toute une bataille actuellement à l'hôpital public en général. Mais là, dans une condition où le personnel risque d'attraper cette infection, il faut lui garantir des conditions de travail qui le protègent. Et pour que le personnel se protège, il faut qu'il s'habille correctement, qu'il fasse toutes les mesures barrières, à tel point que dans les réanimations, le ratio a été revu de façon à la hausse ou à la baisse, ça dépend comment on raisonne. Et ça, il faut que ce soit vrai aussi dans les services qui ne sont pas des réanimations. Sinon, le personnel ne reviendra pas. Or, ce dont on a besoin, c'est que le personnel revienne en urgence. Quand je dis en urgence, ça veut dire la semaine prochaine. Et ça, sur une durée de 1, 2, peut-être 3 mois. Et moi, je n'ai jamais entendu ce discours, ni du ministre de la Santé, ni d'Emmanuel Macron, et ni même d'un certain nombre de collègues qui n'ont pas tiré cette sonnette d'alarme. Et c'est peut-être la particularité d'un mouvement de terrain, comme le collectif Interhôpitaux, que de dire ça. Alors l'avenir dira... Excusez-moi, donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que pour qu'ils reviennent, il faut qu'ils aient la certitude de revenir nombreux. Absolument. Mais on est dans une espèce de spirale dont on ne peut pas sortir, là. Parce que comment faire pour qu'ils reviennent nombreux? Pour qu'ils reviennent nombreux, il faut être créatif dans les endroits où on va chercher ces personnels. On peut aussi se poser la question des sorties d'élèves infirmières, c'est pour fin mars. Il ne faut pas attendre fin mars. Il faut dès maintenant leur proposer un emploi bien rémunéré et dans des conditions de sécurité. Je reviens là-dessus. Pour nous, c'est crucial. Il n'est pas question d'avoir finalement une situation à la Tchernobyl où on envoie au casse-pipe pour le bien commun des gens qui vont aller arrêter le réacteur nucléaire. On est dans cet ordre d'idée. Alors, je ne veux pas faire de catastrophisme, mais enfin, quand même, ce n'est pas digne de demander à des gens de venir travailler dans des conditions où ils vont mettre leur vie en danger, et pas que leur vie, parce que vous imaginez bien que le problème, ce n'est pas seulement la personne qui vient travailler, c'est est-ce qu'elle peut le transmettre à sa famille ou à ses proches. Le mot qu'Emmanuel Macron a peut-être le plus prononcé hier soir, c'est l'expression « quoi qu'il en coûte ». On n'a pas compté, mais il l'a bien prononcé 5 à 10 fois. Libération en a fait sa une aujourd'hui. Ouais. Comment vous interprétez cette insistance à mettre autant d'argent qui sera nécessaire sur la table? Alors, c'est quoi qu'il en coûte, mais on ne sait pas combien. C'est-à-dire que ses collègues européens, ils ont au moins eu le mérite de dire, voilà, on met 25 milliards en Italie, on met... Bon, donc les annonces n'ont pas été faites en pratique. On ne sait pas qui va être chargé, à la suite de ce discours général, de mettre en musique, finalement, c'est les intentions du président de la République. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous, on sait, il en coûte d'embaucher très vite des personnels. Donc ça se quantifie. Et surtout, ça se trouve. Et surtout, il faut que ce choc d'attractivité qu'on espérait pour les mois qui viennent, il soit pour les jours et les semaines qui viennent. Donc il y a une réaction en plusieurs temps. Au collectif Interurgence, vous l'avez chiffré? Alors nous, on est collectif Interhôpitaux, mais on a... Alors, on a commencé un chiffrage parce qu'effectivement, nous ne sommes pas des professionnels du chiffrage, mais on travaille dessus et je pense qu'on aura des choses très claires à proposer. Mais à la limite, ce n'est pas notre travail. Nous, on n'a pas à chiffrer. Ou alors, il faut que le collectif Interhôpitaux devienne ministre de la Santé, ce qui est une autre question. Vous êtes candidat? Pas du tout. Mais par contre, c'est vrai qu'on a la compétence, effectivement, qui s'est agrégée autour de ce collectif,
en termes de santé publique, en termes de financement, pour pouvoir avancer là-dessus. Donc ça, c'est la première chose. Et le quoi qu'il en coûte, sans vouloir faire de bons mots, parce que en fait, actuellement, il en coûte surtout au personnel hospitalier. C'est-à-dire que le coût de cette épidémie, en termes humains, et j'espère pas en termes de contamination, il est surtout pour le personnel hospitalier. Donc ça, il faut en être très conscient. Et le quoi qu'il en coûte, ça a quelque chose... Enfin, c'est quand même extraordinaire, je pense, qu'un président de la République fasse appel à la bonne volonté, sans cesse renouvelée, de personnel soignant, en espérant qu'il suffit de les renarcissiser, de leur dire à quel point ils sont merveilleux pour que ça fonctionne. Il faut être quand même très, 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 très loin de la réalité pour faire ça. Donc ça, c'est une chose. On est président de la République, on n'est pas forcément dans la réalité. La vraie question, c'est quel est le discours qui lui est tenu par ses conseillers ? On a des indications sur le nombre de personnels hospitaliers à la Pitié-Salpêtrière, par exemple, puisque c'est votre établissement, qui sont à la fois en quarantaine et éventuellement infectés. Alors ça devrait être transparent. Je n'ai pas ces chiffres, ils ne nous ont pas été communiqués par la direction. Je peux simplement vous dire que, pas plus tard qu'il y a 2 jours, dans mon service, en neurologie, il y a eu un médecin, une secrétaire hospitalière qui ont été donc... 2 personnes. Voilà, évictés, je ne sais pas comment on dit, pour 14 jours, parce que le test s'est révélé positif sur un tableau qui était un tableau de toux et de fièvre. D'accord. Je note que vous parlez essentiellement de personnel et pas de matériel, et notamment pas de respirateurs. Ça veut dire qu'à à vos yeux, les personnels sont plus importants et l'urgence est plus là aujourd'hui que dans le fait de se procurer des respirateurs ? Je pense que c'est les deux, mais je suis assez optimiste sur le fait de trouver rapidement des respirateurs. Ah bon ? On va les trouver où ? Oui, non, mais il y a des moyens. On demandera aux Chinois. Non, mais sérieusement. Non, je pense que c'est pas ça qui va manquer. Et en même temps, je sors de mon domaine de compétences. Il y a des réanimateurs qui sont chargés de faire ça. Par contre, par exemple, pour les masques FFP2, je crois que c'est important qu'on ait des garanties parce que ce qui va être les facteurs limitants de la prise en charge des patients par les personnels en sécurité, c'est le fait que ces masques soient présents en grande quantité. Même chose. On ne peut pas demander à des personnels d'aller s'exposer sous prétexte qu'on n'a pas assez de masques pour les protéger, parce que vous savez qu'on protège dans les 2 sens, hein, mais pour protéger le personnel, c'est les FFP2. Alors, reste à savoir quel est effectivement le danger réel et quelle est la projection réelle, la plus fiable, on va dire, du nombre de cas que vous allez être amené à traiter dans le système hospitalier dans la semaine qui vient, les 15 jours qui viennent, le mois qui vient. Je voudrais qu'on écoute un de vos collègues, l'urgentiste Patrick Pelloux. Juliette ? Oui, donc faut-il s'inquiéter en France ? Patrick Pelloux était sur Quotidien jeudi 12 mars et il ne semblait quand même pas tout à fait aussi optimiste que le président dans son allocution. On n'est même pas au début du pic épidémique. C'est ce qu'est, hélas, il faut comprendre. C'est pour quand à peu près ? 15 jours, 3 semaines. D'accord ? C'est-à-dire que là, on a réussi. Ça représente combien de gens ? 15 millions peut-être ? 15 millions de personnes contaminées ? Probablement. Contaminées en France ? Ouais. Mais sur ces 15 millions, il y en a 80% qui vont avoir un syndrome grippal. D'accord ? Un syndrome grippal. D'accord ? Voilà. Il y en a 20% où, en effet, ils vont développer des symptomatologies respiratoires. C'est là, et c'est sur ces 15% qu'en fait, on est en train de préparer les hôpitaux, on est en train de faire de la place, en train de compter le nombre de respirateurs qu'on doit avoir pour pouvoir aider les patients. Alors, il peut en manquer ? Alors, 20% de 15 millions, ça fait 5 millions. Alors, Si les calculs sont bons. Non, mais pas grave. C'est-à-dire grave, ça ne veut pas dire réanimatoire. Ça fait pas 15. Alors, bon, on entend peu, il faut le dire, sur les médias, Philippe Devos, de projections aussi alarmistes que celle-là. 15 millions de contaminés potentiels à l'échelle de la France. François Salacasse vient de tousser. Je n'ai pas vu si vous avez toussé dans vos mains ou dans votre coude. Non, mais moi, c'est une toux qui est complètement allergique. Vous êtes sûr ? Allergique aux médias. Allergique aux médias, d'accord. On a bien compris. Est-ce que cette projection vous paraît, de ce que vous pouvez évaluer aujourd'hui, réaliste ? Philippe Devos. Vous savez, le professeur Lipschitz, qui est professeur d'épidémiologie à la faculté de Harvard, hein, je pense que l'épidémiologiste de Harvard, c'est pas quelqu'un qui
qui prend des chiffres à la légère, a fait un estimatif de contamination entre 40 et 70% d'une population lorsque le virus est entré dans la population. Ça a fait un buzz énorme aux États-Unis. Il a dû préciser les choses, donc il a précisé que ça, c'était les chiffres si on ne prenait aucune mesure ou si le gouvernement prenait des mesures, demandait aux gens de se laver les mains et que personne ne se lavait les mains. Donc ça, c'est le chiffre. Alors c'est étalé. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un chiffre à la fin de la contamination et ça peut durer 2 ans, une contamination. Hein. 40 à 70% d'une population, là vous parlez d'une population nationale, de la population d'une région, de la population d'une ville, d'un quartier. Ça veut dire quoi d'une population? Je pense que le virus ne connaît pas les frontières. Il avance tant qu'il avance. C'est l'Europe si c'est l'Europe, c'est le monde si c'est le monde. Donc, ça peut être des niveaux de proportion énormes. Évidemment, ce qui est rassurant, c'est qu'on voit que les pays qui ont pris des mesures fortes, comme nos pays sont en train de le prendre, ne sont pas arrivés à des chiffres aussi élevés. Ils sont arrivés à des chiffres très bas. Et donc, ça, c'est le théorique, c'est l'Armageddon, ce n'est pas la pratique. Mais il ne faudra pas un grand volume pratique de patients infectés pour arriver à saturer les systèmes de soins de santé. En Italie, lorsqu'ils ont atteint le chiffre de 620 malades par million d'habitants, les soins intensifs étaient saturés, ils ont ouvert les blocs opératoires. Aujourd'hui, ils sont à peine à 1000 infectés par million d'habitants. Et vous voyez la situation en Lombardie avec 1000 infectés par million d'habitants. Je pense que les gens qui se disent « Oh, la Lombardie, c'est un scénario catastrophe, ça n'arrivera pas si on a 1000 infectés par million d'habitants », je pense que ces gens-là font une faute et se trompent lourdement, surtout dans certaines régions de France qui ne sont pas toujours équipées en réanimation de la même façon. Il y a une inéquité sur le territoire français. Alors, je n'ai pas eu tout à fait ma réponse à ma question sur la population, qui est comment on évalue une population. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la population française est infectée ? Oui, mais on n'aura pas le fameux dénominateur. C'est-à-dire que pour avoir un pourcentage, il faut savoir combien ont effectivement rencontré le virus. Et pour ça, il faudrait tester l'ensemble de la population. Et là, bien sûr, on verrait qu'il y a des formes bénignes et que le taux de mortalité sur le nombre de personnes qui ont été en contact avec le virus, en raison des formes asymptomatiques qui sont nombreuses, ce serait plus rassurant. Mais finalement, ce n'est pas intéressant, cette histoire de savoir combien vont faire des formes bénignes. Ce qui est intéressant, c'est de savoir le chiffre absolu auquel on va arriver en termes de pics. Et les pics, il y a plusieurs hypothèses. Il y a en gros 3 hypothèses en fonction qu'on essaye d'appliquer des modélisations. Modélisation de Wuhan, la ville chinoise, de la région de Wuhan, ou alors la 3e modélisation, c'est le modèle dit italien. Et en fonction de ces modèles, on a des scénarios plus ou moins catastrophiques. Il n'en demeure pas moins qu'il y a la montée douce jusqu'à la phase aiguë de montée en pic. On pense que c'est 7-8 jours la montée douce, mais ça peut varier en fonction des fameuses mesures pour retarder le pic. Et une fois que le pic arrive, là, ça monte très très vite et ça monte en 1 mois à peu près. Alors, à propos de pic et à propos d'Italie, c'est des sujets qui ont été au centre d'une controverse feutrée mais réelle entre un de vos collègues de la Pitié-Salpêtrière et le ministre de la Santé. Oui, c'était ce mercredi 11 mars. LCI organisait une soirée dédiée au coronavirus avec notamment donc Olivier Véran et le docteur Éric Côme qui est chef du service des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière. Et le docteur Côme reprochait au gouvernement de ne pas prendre la mesure de la situation. Je dirige un des services qui est un des centres de référence à Paris qui s'appelle un établissement de santé de référence. Donc on est en première ligne sur le virus et on commence à en percevoir les effets et on est persuadés tous qu'il va se reproduire un scénario à l'italienne dont on n'est pas vraiment sûr que les autorités aient pris la mesure. Il est très probable qu'on évolue vers un scénario à l'italienne et si on doit prendre des mesures comme ce qui se passe en Italie, il vaudrait peut-être mieux les prendre maintenant. Là, au niveau national, c'est là que je dis que j'ai un biais d'observation, parce que je vois ce qui se passe dans mon hôpital. Je sais ce qui se passe aussi ailleurs dans d'autres hôpitaux. Je sais que ce n'est pas uniquement à Paris, c'est aussi comme ça à Strasbourg, c'est comme ça à Vannes, c'est comme ça dans d'autres hôpitaux français. Et on sait qu'on en est au tout début et que la courbe épidémique est exponentielle. J'ai l'impression finalement que ce soir, vous tirez un peu la sonnette d'alarme et vous dites attention, ce qu'on fait, c'est nettement en deçà de ce qu'on devrait faire. Alors on voit ce qui se passe en Italie et on n'en prend pas toute Oui, mais la le ministre mesure. disait tout à l'heure qu'on n'était pas du tout dans la même situation encore aujourd'hui.
Moi, je vous dis, demain, on sera dans la même situation. Alors, Olivier Véran, pour répondre mesure à l'italienne ou pas? Pas tellement, Denis Brunner, parce que le professeur Eric Combe, qui est un très grand médecin, Merci. je suis allé voir son service avec le président de la République il y a 10 jours. Nous avons eu de longs échanges et vous étiez jeudi dernier à l'Élysée parmi un panel d'experts réunis par le président de la République. Donc on s'est, je crois, déjà croisés au moins 4 ou 5 fois. Le professeur Combe dit « c'est tendu dans les hôpitaux ». Je suis en train de vous dire que nous préparons les hôpitaux pour éviter qu'ils soient trop tendus. Il vous dit on va vers une situation à l'italienne. À l'heure à laquelle je vous parle, par exemple, aucun signal de saturation d'un service de réanimation n'a été enregistré dans un hôpital français. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver demain ou après-demain. Prends des précautions. Alors, aucun signal de saturation. Je vous ai vu tous les deux hocher la tête ou protester. Concrètement, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il existe des services saturés en France ou en Belgique où on est dans la menace d'une très proche saturation. Alors, je ne sais pas à qui cette question s'adresse. À vous deux. Alors, Philippe Devos. Oui, donc moi je suis réanimateur en fait. Je m'occupe d'un service de 42 lits de réanimation. Aujourd'hui, nous n'avons que peu de patients admis en réanimation, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une courbe exponentielle. Et la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que les papiers actuellement sortis montrent qu'entre le début de la fièvre et l'admission en réanimation, il y a 8 jours de délai. Et donc, les admissions en réanimation vont saturer 8 jours après le pic épidémique. Et on n'est pas encore au pic épidémique. Aujourd'hui, c'est comme nous dire, on annonce un ouragan qui arrive sur vous. On sait d'après la vitesse du vent que l'ouragan va vous frapper dimanche. Et comme on est vendredi et qu'il y a du grand soleil, on dit, ah bah, regardez, tout va bien, il y a du grand soleil. C'est la même chose. Il faut comprendre que ce qu'on prévoit, c'est l'ouragan et qu'on doit se préparer à l'ouragan. Et on ne peut pas se baser sur la réalité d'aujourd'hui pour évaluer l'ampleur de l'ouragan de demain. Alors, vous avez prononcé un mot qui a aussi d'ailleurs été prononcé par Eric Combe dans l'extrait, qui est le mot exponentiel. C'est un mot qu'on entend beaucoup depuis quelques jours, dont je pense que ceux qui nous écoutent ne mesurent pas exactement ce qu'il veut dire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une progression exponentielle et qu'est-ce qui permet de dire... Première question. Et deuxième question, qu'est-ce qui permet de dire que la progression qu'on connaît aujourd'hui est exponentielle? Une progression exponentielle, concrètement, ça veut dire que le nombre de personnes contaminées ou le nombre de décès est augmenté selon un facteur qui est toujours le même. Donc on est sur des bases de plus en plus grandes. Alors il y a une tribune d'un médecin dans le quotidien belge La Libre qui s'inquiétait il y a quelques jours de cette courbe rapide. Alors lui expliquait que sans mesure de santé publique, il y avait des modèles qui expliquaient qu'on pouvait passer d'un cas de coronavirus à 1000 cas en 24 jours, 1 million en 48 jours, 1 milliard en 72 jours. Vous pouvez répéter, Juliette, que ça entre bien dans la tête de ceux qui nous écoutent. Donc un cas de coronavirus, on passerait à 1000 en 24 jours, 1 million en 48 jours et 1 milliard en 72 jours. Voilà. Sachant que là, on parle d'un modèle sans mesure de santé publique. Donc aujourd'hui, des mesures sont prises. Après, sur la question de l'efficacité, c'est une autre question, mais en tout cas, il y a des mesures. Donc c'est difficile de déterminer la courbe que va suivre l'épidémie, c'est ce qu'on disait en plateau. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'en termes de contagion, une personne infectée va en moyenne en infecter 2 à 2,5 autres. Autrement dit, c'est ce fort facteur de contagion qui explique l'augmentation extrêmement rapide du nombre de cas et de nombre de décès. Et alors, on peut prendre l'exemple du nombre de décès en France, puisque si on parle au 1er mars, donc on était à 2 décès. 2 jours plus tard, donc le 3, le nombre a doublé, on est passé à 4. 4 jours plus tard, le 7 mars, on en est à 11 décès. Puis 25 décès le 9 mars. 2 jours plus tard, le 11, le bilan passe à 48 décès. Et on a atteint, ce jeudi 12 mars au soir, on a atteint 61 morts. Voilà, ça c'est parfaitement clair. Alors, on entend, et je pense que c'est important de le savoir, même si c'est rarement expliqué comme ça dans les émissions que j'ai pu regarder. Très rarement. À mon avis, jamais. Mais bon, oui. Pour quelle raison, à votre avis, d'ailleurs? Parce que ça fait très peur. Vous avez vu la pente d'augmentation. C'est sûr que si on extrapole, hein, pour le coup, et donc effectivement, c'est pas expliqué comme ça. Alors, juste quand même pour les décès. C'est vrai qu'il y a plusieurs formes en fait de cette infection et donc il y a des sujets, on va dire, à risque parce qu'ils sont soit âgés, soit polypathologiques, ils avaient déjà des facteurs de risque et finalement ça va être la goutte d'eau qui les fait basculer et pour autant il faut les prendre en réanimation ces patients parce qu'ils ont une perte de chance si on ne les prend pas. Et puis il y a des patients plus jeunes qui vont guérir de leur infection virale et qui font derrière un problème plutôt immunologique avec ce qu'on appelle un orage de cytokines. Voilà. Et eux vont faire une réaction pulmonaire avec un risque de fibrose après.
Et ceux-là sont plutôt à meilleur pronostic en réanimation pour des tas de raisons. Mais il faut aussi les prendre en réanimation. D'accord. Alors, tout à l'heure, on a écouté votre collègue Éric Côme, le professeur Éric Côme, face au ministre de la Santé, et vous disiez qu'il n'a pas toujours dit ça. Et en fait, c'est vrai, dans nos recherches, on s'est rendu compte que Éric Côme, il y a encore un mois ou un peu plus d'un mois, était beaucoup moins dramatisant. Oui, aujourd'hui, la tonalité globale des discours sanitaires, c'est de constater le sérieux de la situation. Mais fin janvier, les discours étaient différents, notamment de la part de médecins, dont Éric Côme. Faut quand même rassurer les gens, c'est-à-dire il faut leur dire premièrement que c'est pas une maladie qui apparaît extrêmement contagieuse, c'est-à-dire qu'une personne a priori va en contaminer, une personne malade va en contaminer une maximum deux, et c'est une maladie qui a priori, si les Chinois nous disent la vérité, n'est pas d'une gravité, c'est pas la gravité du SARS. Parce qu'on n'est pas sûr d'avoir toutes les bonnes informations, mais si on a les bonnes informations, c'est-à-dire qu'une personne en contamine une ou deux et que la létalité est de 1 à 2%, on est dans le cadre d'une grosse grippe, si vous voulez, quoi. Et à ce propos-là, d'ailleurs, je rappelle l'impérative nécessité de se vacciner contre la grippe, parce que la grippe fait quand même plus de morts, en tout cas pour le moment, que ce nouveau coronavirus. A-t-on raison d'avoir peur ? Aujourd'hui, en France, probablement pas, puisqu'on n'a que 3 cas et qu'il y a des procédures qui ont été mises en place. Vous n'êtes pas inquiet, Jean-Paul Hamon, pour la suite, vous, quant à une propagation sur le territoire français de ce virus ? Écoutez, franchement, pas trop quand même, parce que les mesures barrières ont été prises, la population est largement informée. On est en fantasme en fait sur ce virus, parce qu'il y a toutes les composantes, virus mystérieux, il n'est pas si mystérieux que ça, mais au début il était présenté comme un virus mystérieux, en plus il vient de Chine, donc vous voyez on est dans une espèce de fantasme un peu collectif, mais la réalité médicale est pour le moins pas si inquiétante que ça. Alors, moi, ce que j'ai envie de comprendre, Philippe Devaux, c'est pour quelles raisons tous ces médecins étaient si rassurants fin janvier et on voit où on en est aujourd'hui. Est-ce qu'ils ne prenaient pas la mesure du danger alors qu'on avait les moyens de la prendre ou est-ce que, par exemple, le fait qu'un nouveau foyer se déclare en Italie a été quelque chose de déterminant ? En fait, ce que ces gens n'ont pas compris, c'est que le risque n'est pas individuel, il est populationnel. Si on regarde une personne de 40 ans et le risque de décéder de ce virus, il est de 0,1%, effectivement, pour un quarantenaire, le risque est très faible. La problématique de ce virus, c'est qu'il va toucher énormément de gens et qu'il va être très agressif pour des personnes très âgées, mais qu'on devra quand même prendre dans nos réanimations. Et donc, les réanimations et les hôpitaux vont être saturés, et cette saturation va entraîner des morts indirectes parce qu'on ne saura plus soigner les autres personnes. Et donc, le risque, il est au niveau de la population, c'est de mettre par terre les hôpitaux. Mais le risque individuel est faible. Et beaucoup de médecins se concentrent sur l'individu, puisqu'en fait, ils ne soignent que des individus. Et peu de médecins ont une pensée en termes épidémiologiques et en termes de risque de groupe. Je pense qu'il n'y a que les chefs de service et certains médecins qui ont réfléchi un peu plus loin que leurs patients, qui ont compris dès le début le risque. Vous avez la même analyse, François Salacasse, du décalage de ton entre les collègues fin janvier et la majorité des collègues aujourd'hui ? Oui, je suis même... on ne se connaît pas, hein, je crois qu'il faut le dire. Je suis impressionné par la clarté de ce que vous venez d'exposer et je suis un peu désolé que ça n'ait pas été fait plus tôt, d'expliquer les choses de cette façon-là. Le décalage entre l'individuel et le populationnel, comme dit Philippe Devaux. Bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit. Et puis surtout le fait que ça s'intègre dans un système de santé. Le fait de vouloir segmenter comme le président a essayé de le faire à un moment. Finalement, il y a le problème du corona, puis il y a le problème des hôpitaux, mais finalement, relier les deux, on avait l'impression que c'était absurde, c'est quand même dingue. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans ce raisonnement, c'est qu'il se trouve que les autres pathologies graves ne vont pas se mettre en pause le temps de laisser passer l'ouragan. Et donc, les pertes de chance, il faut dire ce que c'est. Hein, c'est pas des choses en l'air, c'est des morts illégitimes. Alors dites-le concrètement. Et ça fait peur de le dire comme ça, mais je pense que c'est ça. C'est quoi un mort illégitime ? C'est quelqu'un qui, avec un système de santé efficient, efficace, comme vous voulez, ne serait pas mort parce qu'on l'aurait pris en charge dans de bonnes conditions et avec le volume nécessaire de lits, de personnel. Et donc le système était déjà fragilisé. Là, on anticipe quand même des pertes de chance pour les patients. Il y a une vraie inconnue quand même, c'est de savoir jusqu'à quel point ce qu'on appelle les ESPIC, c'est-à-dire les hôpitaux semi-privés qui participent au service de santé public, et puis les cliniques privées vont être
spontanément en mesure de participer à l'effort de guerre actuel ou vont être sommés par le gouvernement d'y participer. Ça, c'est une inquiétude et ce n'est pas du tout certain. Et c'est un point de flou parmi d'autres. Philippe Devos ? Oui, donc pour illustrer ce risque populationnel et pas individuel, en Belgique, depuis hier, on a donné ordre à tous les médecins du pays d'isoler à la maison de manière stricte, sous certificat médical, toute personne qui a une rhinite, donc qui a le nez qui coule en clair, hein, qui n'a pas de fièvre, rien, doit rester 7 jours à la maison. Alors en termes individuels, les gens ne comprennent pas pourquoi, avec le nez qui coule, ils ne peuvent pas aller travailler et doivent rester à la maison. Parce qu'ils n'ont pas compris que cette fois-ci, on ne leur donne pas un certificat d'incapacité pour leur maladie et leur capacité d'être travailleux, d'être fatigués, on leur donne un certificat pour éviter que la population l'attrape. Et ça, visiblement, ce n'est pas encore passé dans la population. Tant que ce n'est pas passé, je suis persuadé que les gens ne se laveront pas les mains et ne prendront pas les mesures de distance nécessaires. Les médias ont un rôle essentiel à jouer pour faire comprendre qu'aujourd'hui, on doit être solidaire avant de penser à soi et à la maladie qu'on peut attraper soi-même. Il faut penser aux autres tous les jours, dans tous les actes que tous les citoyens font tous les jours. C'est-à-dire, concrètement, amener les gens à se percevoir non plus seulement comme contaminés potentiels, mais comme contaminants potentiels. Oui, absolument. Et pas seulement pour leurs proches et leurs familles, parce qu'on est bien sûr tenté d'être attentif, mais d'avoir une vision finalement civique de tout ça. C'est pas complètement la mode, hein, ça fait partie des choses un peu complexes dans notre société. On ne va pas vers de plus en plus de civisme, on va plutôt vers de plus en plus d'individualisme. Mais donc là, c'est effectivement à l'épreuve des faits, et on va voir jusqu'à quel point, parce que nous n'aurons pas les policiers chinois et avec leurs caméras thermiques, hein, je vous rappelle, qui repèrent dans la rue ceux qui ont de la fièvre et qui leur demandent leur certificat pour savoir s'ils sont positifs ou pas. Alors, à ce propos, moi j'ai envie de vous demander, parce que là on touche au rôle des médias, comment faire ? On dit les médias devraient effectivement appeler à davantage de civisme, promouvoir le civisme. Alors, on voit à longueur de journée sur les chaînes des conseils pratiques depuis une dizaine de jours sur la manière de bien se laver les mains. Hein, voilà, je fais le geste parce qu'il faut être clair. Alors déjà, la multiplication de ce type de sujet vous paraît être utile ou anecdotique, Philippe Devos ? C'est utile, mais moi, ma conception de la médecine, c'est que tant que le patient ne comprend pas pourquoi il doit faire le geste, il ne va pas le faire. On sait bien que dans la médecine en Europe, 30% des patients ne prennent pas les médicaments qu'on leur prescrit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le médecin n'a pas clairement expliqué au médecin quel est le bénéfice en termes de santé publique et en termes de santé pour lui de ce médicament. Et donc, ce qu'on a bypassé, ce qu'on a effacé, c'est cette importance populationnelle et ce concept d'aplatir la courbe. Ça, c'est un message que moi, en Belgique, je diffuse depuis une semaine et visiblement, ça commence à avoir des résultats. Même question, comment on fait pour inciter au civisme ? Comment font les... D'abord, c'est le rôle de qui, selon vous ? C'est le rôle du politique ? C'est le rôle des journalistes ? Je vois que vous n'avez pas réfléchi à la question. Si. Non, je pense que c'est le rôle de tout le monde. Vu la cinétique de l'épidémie, il faut que tout le monde s'y mette, et très vite. Et cette notion d'urgence, j'ai un peu peur qu'on ait du mal à la faire passer au niveau des gouvernants. Mais c'est vrai qu'il faut faire du prosélytisme, il faut faire quasiment du porte-à-porte à l'intérieur de l'hôpital, à l'extérieur de l'hôpital, et ça sans céder à la psychose. Et donc, en fait, c'est assez compliqué parce que... Et par exemple, ce type d'image, l'omniprésence de ce type d'image, lavez-vous les mains à toutes les heures, etc., qui a été répété aussi bien par des journalistes que par le Premier ministre et par tout le monde, et encore Emmanuel Macron hier soir d'ailleurs, c'est utile ou ça crée de la psychose ? Non, je pense que c'est un tutoriel. Voilà, après les gens font. Mais l'idée... On voit derrière, on voit là le ministre de la Santé en train de faire son tutoriel devant une classe de maternelle, apparemment. Non, mais c'est très bien, puis ça passe très bien à l'image surtout. Oui, non, je crois que c'est extrêmement important, mais surtout peut-être de dire à tous nos concitoyens, il n'y a pas une seconde à perdre. Plus sur l'urgence. Parce qu'il y a plusieurs thèmes. Il y a l'urgence, il y a la solidarité, mais plus sur l'urgence. Oui, mais bien sûr, sur l'urgence. Et il y a un phénomène très bizarre, c'est que pour convaincre les gens que le fait
parce qu'on est dans la pensée magique là pour le coup, que le fait d'appliquer les règles, ça va être protecteur pour eux et pour l'entourage, c'est compliqué parce qu'en fait c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire si je fais ces gestes, c'est parce qu'il y a un énorme risque. C'est un peu psy ce que je... Alors je vous le refais doucement. Mais parce que c'est des problèmes de déni finalement. Face à une peur, soit on la regarde en face et on fait ce qu'il faut pour mettre le maximum de chances pour que ce dont on a peur n'arrive pas, ou alors on raisonne à l'inverse, on ne fait pas les gestes et de façon conjuratoire, le fait de ne pas regarder la vérité en face fait que cette vérité ne va pas arriver. Donc c'est vrai pour ces mesures-là. Et j'ai bien peur que ce soit vrai aussi pour les mesures financières en urgence qu'on demande à notre gouvernement. Et je fais ce parallèle parce qu'il me paraît tout à fait judicieux. C'est-à-dire que vous pensez qu'il peut y avoir du côté du gouvernement, pour essayer de voir si j'ai bien compris, la tentation de penser que si on vous donne des moyens, c'est une manière de faire venir le danger et que, effectivement, ne pas vous donner les moyens serait une manière de dénier le danger. Absolument, c'est conjuratoire. Philippe Devos ? Oui, il y a aussi un autre phénomène, je pense, c'est que depuis des années, dans les médias et autres, ou même nous médecins, hein, on a cette tendance-là. On parle de nouvelles technologies, de super produits, de médicaments magiques. Et donc, les gens pensent que la médecine qui va les sauver demain, c'est la médecine high-tech. Alors, leur dire que ce n'est pas Superman qui va les sauver, mais que c'est juste se laver les mains, c'est un message qui est totalement inhabituel pour eux. Et donc, ils ont l'impression que c'est un geste anodin, alors qu'en fait, il a montré dans la littérature clairement le bénéfice qu'il peut apporter et qu'il peut nous sauver d'une épidémie. Mais ça a l'air tellement idiot que les gens n'y croient pas. Quand est-ce que vous vous êtes lavé les mains pour la dernière fois, Philippe Devos ? Oh, ben, il y a 30 minutes, moi, mais pour le moment, enfin, voilà, moi, je vous dis, je suis réanimateur en réanimation. Je pense qu'on se lave les mains jusqu'au début de ma formation. J'avais les mains en sang tellement je me les lavais. Maintenant, elles se sont endurcies. Et vous ? Moi, juste avant de commencer cette émission, dans vos locaux, que j'ai trouvé assez propres. Impeccable. Merci. Et merci. L'Italie. L'Italie, alors, d'Italie nous parviennent des images très fortes. Oui, parce qu'on parle aujourd'hui de qu'est-ce que ça va pouvoir donner dans les prochains jours. En tout cas, en Italie, on en voit un possible aperçu. Donc la situation sanitaire actuelle est dénoncée, notamment par le personnel hospitalier. Alors il y a une photo qui a fait le tour des réseaux sociaux et des médias. On y voit donc une infirmière, masque et charlotte sur la tête, endormie devant un ordinateur. Elle a fait la une de plusieurs médias en Italie, notamment donc La Repubblica, qui est un des principaux quotidiens du pays. La femme qui a pris cette photo, Francesca Mangiatordi, c'est une médecin de Crémone, en Lombardie, donc en plein cœur de la zone infectée. Et elle a été ensuite interviewée par la RAI, qui est la chaîne de télévision publique, au JT, et elle y délivre un appel à l'aide épuisé. Senta, la corsia di un ospedale è praticamente in questo momento una trincea. Posso chiederle cosa si sente di dire dal profondo del suo cuore agli italiani? Di aiutarci, perché noi siamo allo stremo delle forze, sia fisiche che mentali. Aiutateci, perché gli ospedali ormai sono saturi, non abbiamo modo di rispondere a tutte queste necessità. Siamo in una situazione di maxi emergenza, di estrema necessità. Quindi aiutateci, restate in casa, cercate di proteggervi e di evitare di diffondere ulteriormente questo virus, perché altrimenti la situazione arriverà al collasso, se non già lo è. Elle n'est pas la seule. À la télé, sur les réseaux sociaux, des médecins italiens alertent sur le danger et sur la situation dramatique. La situation est très grave. J'ai perdu un ami de 59 ans. Je vous en prie, aidez-nous à vous aider. Croyez-moi, c'est tout sauf une simple grippe. C'est très dur pour nous les médecins. En restant à la maison, vous limiterez la contagion et vous nous permettrez de secourir le plus de personnes possible. Et c'est vrai que ces prises à partie de l'opinion tout à fait dramatiques sont des images qu'on voit moins en France. Et du coup, moi, je me demande, est-ce que ça tient au fait que l'Italie a 8 jours d'avance sur la France et que la situation y est plus dramatique? Est-ce que ça tient au fait que les médecins français sont plus respectueux de l'autorité politique? On a vu le dialogue entre Éric Côme et le ministre de la Santé. Et même si votre interpellation d'Emmanuel Macron était très forte, elle restait respectueuse
ce qui est après tout normal, hein, puisque voilà, il n'y a pas de raison. Mais ça tient à quoi le fait d'entendre des médecins comme ça dire les choses beaucoup plus crues en Italie et pas en... Je pense que ce n'est pas simplement culturel. On a aussi essayé de disqualifier nos collègues italiens en disant que voilà, c'est les Italiens, quoi, hein, ils font un peu... Ils ne sont pas très rigoureux, ils s'y prennent au dernier moment, ils improvisent. Ils ont d'ailleurs très très mal pris cet aspect des choses, hein, ce qu'on peut comprendre. En plus, c'est l'Italie du Nord, alors tant qu'on est dans les poncifs culturels, voilà, c'est une des régions les plus riches. Bon, bref. Donc, non, ce que je pense, c'est effectivement, il y a une autocensure des personnels hospitaliers depuis toujours, avec une omerta hein, qui n'intéresse pas que l'armée, mais aussi l'hôpital public. Notre collectif a brisé cette omerta. Est-ce que ça va suffire? C'est-à-dire, est-ce qu'on va être écouté et écouté avant le drame? Moi, je n'en suis pas sûr actuellement. Et bon, je reviens sur le fait que nous n'avons pas, pour l'instant, obtenu le rendez-vous qui nous a été promis. Et je pense qu'on a un message de terrain qui serait l'équivalent de celui-là, c'est-à-dire de dire arrêtez, voyez la réalité, écoutez les gens qui sont sur le terrain. C'est eux qu'il faut écouter. Le fait qu'Emmanuel Macron disent qu'il a écouté les scientifiques, j'en suis ravi. Et c'est quand même la moindre des choses qu'on écoute des experts scientifiques. Il faut aussi écouter les experts de terrain. Alors, et pour l'instant, on ne les a pas écoutés. De fait, un conseil scientifique a été constitué depuis quelques jours par Olivier Véran. Quand Macron dit qu'il a écouté les scientifiques, il fait allusion à ce conseil scientifique, très peu connu. Oui, effectivement, ça a été il en a parlé Macron et ce conseil scientifique a été lancé le mercredi 11 mars. Alors, il regroupe un certain nombre de personnes, une dizaine, des infectiologues, des épidémiologistes, des virologues, un modélisateur, un sociologue, une anthropologue et notamment une réanimatrice également. Voilà. Alors moi, je suis incapable de dire si parmi ces personnalités, certaines spécialités sont plus légitimes que d'autres à s'exprimer sur le virus, les virologues, les épidémiologistes, les infectiologues. Non, je pense qu'il faut tout le monde et que tout le monde doit apporter sa part. Voilà, c'est un phénomène d'intelligence collective, on peut espérer. Hein. Mais il manque des gens de terrain et surtout des gens qui sont en train d'exercer en ce moment et qui vivent au quotidien la montée en charge de l'épidémie. C'est ça le problème. Moi, l'image qui me vient, alors j'ai beaucoup d'images qui me viennent, c'est un peu le problème, mais celle qui me vient actuellement, on a l'impression que, voilà, hier on a eu un discours plein de compassion affichée, sans aucune preuve de compassion au passage, parce qu'il n'y a aucun chiffrage, sur la revalorisation et surtout comment on va faire venir en quelques jours ou quelques semaines des personnels hospitaliers pour s'occuper de ça. C'est une chose. Mais moi, j'ai eu l'impression d'un président qui est aux commandes d'un grand voilier et qui voit arriver une météo qui est difficile à prévoir. Et on a l'impression finalement que les personnels hospitaliers, c'est des gens qu'on va envoyer, c'est des huniers qu'on va envoyer dans les mâts pour faire varier la surface des voiles en fonction de la météo. Je suis désolé, mais ce modèle, il a juste un tout petit problème. C'est que souvent, c'est les huniers qui savent ce qui se passe sur le bateau. Et là, pour l'instant, ça n'a pas été du tout pris en compte. Le terrain. Philippe Devos. Oui, donc en Belgique, le fonctionnement de la ministre est différent. Elle a mis sur place un comité d'expertise qui, en gros, prédit l'avenir à une semaine. Dit si on prend cette mesure-là, voilà ce qui va arriver. Si on ne la prend pas, voilà ce qui peut arriver. Et à côté de ce comité d'expertise, il y a un comité d'expertise opérationnel avec des gens de terrain qui, en fonction de deux scénarios, disent le terrain préconise de faire ceci ou de faire cela. C'est comme ça, par exemple, que les généralistes, grâce à ce comité d'expertise, ne voient plus les patients fébriles ou enrhumés. Le premier contact est téléphonique. Il y a un tri par le médecin généraliste qui connaît le malade directement pour voir si ce patient reste chez lui et a un certificat médical et un traitement qu'on lui envoie par Internet, ou bien s'il vient voir le médecin s'il a un doute pour le faire venir en dehors des heures de consultation, ou bien s'il estime qu'il doit aller directement à l'hôpital. Donc on a diminué les contacts avec les patients infectés, on a isolé mieux les patients infectés. Cette idée vient du comité opérationnel et pas du comité d'expertise. Donc effectivement, on a besoin des deux. Alors, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé depuis le début de cette émission, et finalement, c'est peut-être l'éléphant dans la pièce dont personne ne parle, c'est le mot économie.
puisque les mesures de précaution que peut prendre le gouvernement tiennent compte d'impératifs de santé publique, mais tiennent compte aussi d'impératifs économiques, même si c'est rarement présenté de cette manière, sauf de temps en temps tout de même. Oui, parce que la question de l'impact économique, effectivement, elle se pose. D'ailleurs, Macron en a parlé dans son allocution jeudi 12 mars, particulièrement alors que les bourses internationales se sont effondrées au cours de la semaine. Et la question, c'est est-ce qu'il faut sacrifier l'économie pour endiguer l'épidémie ou pas. Et visiblement, cette idée-là ne convainc pas tout le monde, à l'exemple du député de l'Oise, les Républicains et ancien ministre du Budget sous Nicolas Sarkozy, Éric Woerth. En tout cas, derrière la pandémie, il y a sanitaire, il y a aussi une pandémie économique qui peut se préparer. Donc, il faut tout faire pour l'éviter, parce que à ce moment-là, évidemment, la France connaîtrait de très grands tourments, comme d'ailleurs l'Europe, sans doute. Donc, il faut tenter de l'éviter. Les entreprises ont besoin de trésorerie. La vraie question, c'est pas de savoir si il faut mondialiser ou démondialiser les chaînes de valeur. C'est pas ces questions-là. Ces questions-là, elles viendront évidemment, mais c'est pas les questions pour maintenant. Les questions pour maintenant, mais maintenant, c'est la mortalité des entreprises. Elle peut être considérable. Des petites entreprises notamment. Elles manquent de trésorerie. Il y a des entreprises qui n'ont plus de chiffre d'affaires, des hôtels. Je suis ici à Chantilly, il y a des hôtels qui sont aujourd'hui à 0 de chiffre d'affaires. Il y a des restaurants, vous le savez bien, de l'événementiel. Et tout ça se propage au même rythme, voire de façon plus importante que l'épidémie elle-même. Le gouvernement doit tenter d'y mettre un temps d'arrêt. Alors, pandémie économique, mortalité des entreprises, est-ce que tout ce vocabulaire vous semble... est-ce que vous l'entendez, les deux médecins que vous êtes, ou est-ce qu'il vous semble aujourd'hui totalement hors de propos? Philippe Devos. On dit toujours que la santé n'a pas de prix, mais visiblement, la vie a une valeur financière. C'est la conclusion qu'on peut faire de ce genre d'intervention. Et je veux dire, si j'étais ministre, je pourrais le comprendre. Il y a un budget. Si on met tout l'argent de la santé, on sait plus gérer les écoles. Voilà, il faut être réaliste. Personne ne veut avoir un doublement de ses impôts non plus. C'est l'autre réalité. Tout le monde trouve à la maison qu'il paye trop cher sa prime d'assurance, mais quand il a un sinistre, il est bien content d'avoir payé la prime d'assurance. Mais en même temps, pardonnez-moi, Éric Devos, pardonnez-moi, effectivement, on a envie de dire, enfin, toutes ces préoccupations économiques sont dérisoires. Bon, mais en même temps, pour me faire l'avocat d'Éric Woerth, je veux dire, la crise de 29 a fait des morts de misère, des morts de famine. Donc l'économie, est-ce que ça compte pas aussi ? Évidemment que ça compte, hein, c'est ce que je veux dire, ça compte, mais à un moment donné, c'est tout le choix dans les gradations des mesures. Donc si l'économie ne comptait pas, on serait directement en lockdown en Italie, on aurait fermé toutes les entreprises dès le premier patient contaminé. Donc les mesures graduelles sont faites pour avoir toujours une proportion adaptée entre l'épidémie et le coût indirect de l'épidémie. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on a une part dans tous les pays d'inconnus. On ne sait pas si on prend la mesure au bon moment. Et là, c'est là qu'on voit si on a des bons chefs d'État ou pas. En gros, on aura la réponse, malheureusement, dans 15 jours. François Salakas, la préoccupation économique, la mortalité des entreprises, même question. C'est une préoccupation qui vous paraît dérisoire ou est-ce qu'elle est à prendre en compte ? Non, mais moi, je suis extrêmement choqué sur le fait qu'on donne des gages de confiance aux entreprises sans donner l'équivalent pour les personnels hospitaliers. Ce n'est pas la même échelle de temps. Je dis, je redis, et pour l'instant, je ne suis pas écouté, et c'est la vision de tout notre collectif, qu'on est dans une urgence d'intervention pour gérer cette épidémie. Évidemment qu'il faut prendre en compte l'économie, mais ce n'est pas les mêmes échelles de temps, ce n'est pas la même cinétique, ce n'est pas le même moment opportun, et c'est pour ça que, sans être pédant, j'avais parlé de kairos. Voilà, il y a des moments où il faut savoir faire les choses en temps et en heure. Le kairos, vous pouvez expliquer ? Le kairos, c'est le moment opportun, c'est une expression philosophique qui fait référence à un petit dieu ailé, mais ça veut simplement dire, c'est très joli, mais ça veut simplement dire que les décisions opérationnelles doivent être prises au bon moment. Et nous pensons que le bon moment, c'est tout de suite pour ce qui est de la prise en charge des patients infectés. Mais n'oublions pas, et nous sommes, je pense, les seuls à le marteler, des patients qui ne sont pas infectés, qui ne le seront pas ou de façon bénigne, mais qui risquent d'avoir des problèmes d'infarctus du myocarde, d'accidents vasculaires, d'interventions urgentes. Voilà.
Alors, pour terminer cette émission avec une vraie question de médias, ce qu'on peut constater depuis le début de cette pandémie, c'est qu'effectivement, ceux qui s'expriment sur les médias sont des personnes qui ont une qualité pour le faire, on va dire, qu'ils soient médecins ou qu'ils soient responsables politiques, mais pas seulement eux. Info en continu oblige. Les chaînes n'hésitent pas ces derniers jours à demander leur avis à leurs invités, à leurs auditeurs et donc aussi à leurs toutologues, ces spécialistes de rien mais commentateurs de tout. Je trouve qu'on est quand même dans un... Qu'est-ce que je vais dire ? Dans un système de précaution qui me semble quand même absolument drastique. Et un petit peu exagéré parce que... Alors je me dis, il y a eu de très mauvaises grippes. Je reviens à la grippe parce que finalement le coronavirus, c'est un peu, on va dire, une très mauvaise grippe, un mauvais rhume. Les décisions françaises ne sont pas du tout en adéquation avec ce qu'il faudrait faire. Oui, mais et Christophe, on le voit bien dans notre région. On touche l'Italie, Jean-Jacques. On touche l'Italie. Nous, il n'y a aucune école fermée. C'est du délire. Regardez ce qui se passe. Regardez Mulhouse. Regardez Wuhan, Carry-le-Rouet. Vous avez tous vu les informations. On met pendant une quatorzaine, on met les personnes à l'abri. Elles viennent de Wuhan, du centre de l'épidémie épouvantable qui va tuer tout le monde. Et on les met 14 jours ensemble. Ils sortent tous guéris. Mulhouse, 2000 personnes vont répandre le... Ils ne sont pas guéris, ils n'étaient pas malades. Ils n'étaient pas infectés. À force de dénombrer, de comptabiliser les morts jour après jour, on a un effet d'optique, bien sûr qu'il y en aura tous les jours un peu plus. Ça s'appelle une épidémie. Les mots ont un sens. L'effet psychologique qui tous les jours rajoute un mort de plus fait qu'on est dans une illusion que la chose s'aggrave alors que le virus, il vit sa vie normale. Je ne veux pas qu'on cède à une quelconque panique. Non, on n'en est pas au point où il faut tout fermer, les transports publics, les entreprises, les écoles. En tout cas, beaucoup d'Italiens avec des masques de protection. C'est le b.a.-ba de la protection. Comme en Chine, on met des masques. En France, on nous dit toujours que c'est inutile. Peut-être parce qu'on n'en a pas. Bon, bref, non mais question générale pour terminer. Est-ce que cette irruption dans le débat de gens qui n'ont aucune qualité finalement pour ni scientifique ni politique pour y participer, est-ce que en période de pandémie c'est une bonne chose parce que finalement il est bon que tout le monde s'exprime, ou est-ce que ça participe au brouillage général et à la dissolution des priorités? Philippe De Vos. J'ai écrit dans les médias belges mardi, il y a un problème du paradoxe de la communication. Donc c'est bien décrit par l'école de psychologie Palo Alto de San Francisco, qui explique que lorsqu'on a deux messages de dire vous inquiétez pas, c'est pas grave, mais il faut quand même prendre des précautions parce que on va tous mourir. Hein. Quand on a ces deux messages-là, les patients au milieu ou les personnes au milieu, elles ne savent plus à qui faire confiance. Et ce que ça entraîne, c'est des réactions de colère ou de réactions de rejet total, et en tout cas des réactions de rejet de tous les messages. C'est-à-dire, comme je ne sais pas ce qui est vrai, je ne vais rien appliquer, c'est la meilleure des choses que j'ai à faire. Chaque fois que quelqu'un s'exprime de manière négative pour rassurer la population, il y a probablement 15% de la population en moins qui se lave les mains le jour même. Donc c'est extrêmement délétère. C'est radical, hein, ce que vous dites. Donc rassurer la population est contre-productif. Ah oui, absolument. Mais c'est toute la difficulté de la communication sur ce type de sujet. On a parlé des phénomènes de déni ou de conjuration. Hein. Je pense que c'est à l'œuvre. Hein. Voilà, nous sommes des êtres psychologiques, donc ça fonctionne. Et je pense qu'on a... Alors, les médias, dans leur ensemble, mais qui interviennent, ont quand même une responsabilité importante en période d'épidémie. Mais vous pensez que rassurer démobilise ? Non, je pense que... Il y a toujours deux risques avec un danger, c'est de le sous-estimer et de le surestimer. Ouais. Et ces deux risques sont importants. Et effectivement, la surestimation du risque est extrêmement anxiogène et d'une certaine façon démobilisatrice et dysfonctionnelle, mais la sous-estimation aussi. Et pour revenir sur l'historique en fait, de l'hôpital public depuis une dizaine d'années en France, sur la sous-dotation, sur les 9 milliards d'économies, sur les appels à l'aide qui n'ont pas été entendus, je ne sais pas si c'est un manque d'humilité, mais en gros, le discours qu'on tient sur l'hôpital public, on a eu raison depuis le début. Sans arrêt, c'est vérifiable. On a eu raison à peu près sur tout quand on jouait ce qu'on appelle les Cassandres, c'est-à-dire qu'est-ce qui va arriver de grave. Et je pense que les gouvernants devraient tenir compte du fait que nous avons eu raison depuis le début et peut-être que nous allons
encore avoir raison cette fois-ci, et j'espère que ce ne sera pas pour le mal de nos concitoyens. Philippe Devos, un dernier mot. Oui, donc l'objectif des médias, c'est qu'il y a une semaine, il y a fait beaucoup de débats au sein de la communauté scientifique. Aujourd'hui, dans tous les pays, l'épidémie a suffisamment avancé pour qu'il y ait un consensus scientifique. Il y a donc un message clair à donner, qui est un message qui n'est ni alarmant, qui ne doit pas générer de panique, mais qui n'est ni rassurant, qui ne doit pas empêcher d'être prudent. Il faut cadrer les messages pour avoir un message totalement unique, tous alignés, et c'est ce qu'on essaye de faire ici dans ce pays depuis maintenant 4 jours. Et avec ce message, les gens comprennent le risque, comprennent que c'est populationnel et pas individuel. Une fois qu'ils ont compris ça, le stress diminue et on arrive à prendre des mesures correctes. Mais il y a vraiment un rôle éducatif et un rôle de message unique qui est bien cadré. Pas d'extrême, mais évidemment, ça ne fait pas faire beaucoup de clics pour les journaux. Merci beaucoup à tous deux. Ah, un mot, oui. Oui, une dernière chose quand même, et sans vouloir alarmer les gens, il y a quand même un vrai problème de capacitaire de l'hôpital public ou de la santé en général en France. Et je pense que pour l'instant, il y a une vraie sous-estimation du capacitaire qui est nécessaire à faire face aux différents scénarios. Et on n'aura pas le temps. Voilà, ce qu'on martèle, c'est qu'on n'aura pas le temps si on ne tient pas compte du risque de manque de moyens en fonction des différents scénarios. Donc, je vous parlais de capacité en lit, capacité en personnel. En lit, par exemple. Oui. En lit, par exemple. On sait combien de lits en France sont prêts à accueillir des malades du coronavirus en état grave. Mais non, parce qu'il y a plusieurs scénarios. Et justement, quand on demande aux réanimations de déclarer les lits qui vont être possibles, on s'aperçoit qu'il y a la première tranche où on sait à peu près. Mais si c'est plus grave que ça, à quelle vitesse on peut en fait procurer les lits nécessaires? Mais des lits tout seuls, ça ne sert à rien. Vous l'avez bien dit. Oui, mais j'ai peur de ne pas avoir été entendu, pas par vous, mais ailleurs. Merci à tous deux. Nous sommes donc le 13 mars, il est midi, et je vous dis à la semaine prochaine, peut-être. Pour faire une émission, c'est un peu compliqué.